Et pour notre Zoom de ce soir, Pierre Bergerot et moi-même sommes heureux d'accueillir Thibault de Montbrial. Bonsoir monsieur. Bonsoir à vous. Bonsoir monsieur. Merci beaucoup d'être venu. Vous êtes avocat pénaliste au barreau de Paris depuis plus de 20 ans. Vous présidez le Centre de réflexion sur la sécurité intérieure et vous êtes ici pour un ouvrage qui fait du bruit, quelquefois qui n'en fait pas d'ailleurs. On verra cela. Le sursaut ou le chaos, édité chez Plomb. En gros, vous dites, l'heure n'est plus au déni, aux précautions oratoires. Maintenant, j'ai décidé de prendre la parole sur un sujet qui est l'islam, et j'ai décidé de le faire sans précautions oratoires. Et alors, comme c'est le même moment que nous vivons, où jamais le déni n'a été aussi grand au sommet de l'État, jamais où la liberté d'expression n'a été aussi encadrée, dans ces conditions, difficile, pardonnez-moi de vous dire, d'appeler de vos voeux, comme vous le faites, le réveil des peuples ou des élites, parce qu'on approche plus facilement finalement du chaos que du sursaut. Écoutez, d'abord, merci pour votre invitation. Vous l'avez dit, j'ai décidé de prendre la parole. Moi, j'appartiens à ce qu'on appelle communément la société civile. Vous l'avez dit, je suis avocat pénaliste, ce qui me donne un bon poste d'observation sur ce qui se passe dans notre pays, pas seulement à Paris, mais dans toute la France et outre-mer. J'ai été également dans une autre vie militaire. J'ai servi dans les parachutistes d'infanterie de marine. Ça m'a permis d'y développer des amitiés qui m'ont suivi dans ma carrière professionnelle, et aujourd'hui je fais partie des pénalistes qui sont plutôt du côté des forces de l'ordre et des victimes que du côté des voyous. Donc, je fais un incident, d'ailleurs toute votre carrière, oui. Vous avez toujours cherché, je le vois dans vos clients, ouais. Vous avez toujours pris plutôt le parti de défendre les victimes plutôt que de défendre les coupables, ce qui n'est pas non plus moi je pense que la vraie noblesse du métier d'avocat, quand on dit défendre la veuve et l'orphelin c'est plutôt les victimes que les gens qui sont des criminels. Je sais que dans ma profession, et chacun a le droit d'être défendu, c'est pas du tout une critique, mais il y a plutôt une fascination pour l'autre côté, c'est-à-dire pour la défense des gens qui commettent des actes très graves. Je le conçois et je le respecte, mais ça n'est pas ma vision à moi. Et l'énorme chance que l'on a lorsqu'on exerce une profession libérale, c'est qu'on peut exercer selon ses convictions et selon son cœur. Et ces convictions et ce cœur qui sont les miens, eh bien, m'ont conduit précisément à tirer les conséquences de la décadence, de la dégénérescence que je vois dans le tissu social français depuis des années, pour, à mon tour, prendre la parole, moi, membre donc de la société civile, qui n'est pas de légitimité politique, mais qui, d'un autre côté, est une forme de légitimité par le poste d'observation qui est le mien. Et vous avez dit d'un mot que c'était un livre sur l'islam. C'est pas un livre sur l'islam, c'est un livre sur la société de la France aujourd'hui, qui se trouve, je crois, vraiment à la croisée des chemins. Nous avons vécu, et peut-être en reparlerons-nous, plusieurs décennies de paix. Cette paix, ça a été formidable. Ça nous a permis aux gens de notre génération d'avoir une enfance et un début d'âge adulte très, très heureux et finalement assez insouciant. Je pense que ces temps-là sont malheureusement derrière nous, et c'est parce que tout le monde n'a pas l'air d'en être conscient que j'ai décidé de pousser ce qui est finalement une sorte de cri du cœur. Alors, Thibault de Montbrial, vous le dites dans votre ouvrage, la France est en guerre, et en cela vous vous éloignez du politiquement correct et même du pas d'amalgame. Alors, vous dénoncez, vous réfutez même la notion selon laquelle les terroristes qui frappent la France sont des déséquilibrés. Est-ce que vous savez à quoi ça vous expose, ce genre de pensée? Alors, je ne sais pas à quoi ça m'expose, mais je souhaiterais, si vous m'y autorisez, de développer un instant ce point qui est très intéressant, parce qu'il illustre l'autisme de la majeure partie de nos élites au sens large, pas simplement la classe politique, mais aussi la classe médiatique et beaucoup même de dirigeants économiques. Lorsque l'on est frappé par un phénomène dont on ignore tout et que l'on ne bénéficie pas du recul ou de l'outillage intellectuel pour comprendre ce qui nous arrive, on essaye de se rassurer en lui appliquant des vérités qui ne correspondent pas à ce qu'il est. Dire des terroristes qui attaquent notre pays depuis maintenant à peu près un an, puisque pour moi la première attaque c'est celle du commissariat de Joué-les-Tours le 21 décembre 2014. Dire de ces gens que ce sont des déséquilibrés ou des fous, c'est s'éviter à soi-même, c'est éviter à notre société un débat sur ce qui conduit ces gens à nous attaquer. Ces gens-là ne sont pas des déséquilibrés, ce sont des gens qui, au nom d'une religion qui est vécue comme un idéal politique, commettent des actes que notre entendement occidental et judéo-chrétien ne comprend pas. Mais il faut écouter ce que nous disent ces gens, parce qu'ils ne se contentent pas d'agir. Ils commencent
et avant tout par s'exprimer. Ils s'expriment beaucoup sur les réseaux sociaux. Et ces gens-là nous ont déclaré la guerre. Ils ont juré la perte de notre civilisation. Alors dit comme ça fait grandiloquent. Et on se dit, pétri de nos certitudes d'Europe occidentale qui a dominé le monde pendant toute la deuxième partie du XXe siècle avec les États-Unis, on se dit, mais ce projet n'est pas sérieux. Ces gens ne sont pas nombreux. Ces gens n'ont pas la force, la puissance, l'unité pour nous déstabiliser. Nous qui sommes l'Europe occidentale avec nos forces et nos certitudes. Mais j'en suis pas du tout si sûr. Et le meilleur moyen que ça n'arrive pas, c'est d'écouter ce qu'ils nous disent et de nous organiser en conséquence, en les respectant et en prenant la mesure de la menace qu'ils constituent. Ce n'est pas simplement les écartant d'un revers de main en disant ils sont fous que nous allons pouvoir nous garer de ce qu'ils nous promettent. Alors justement, vous avez forgé votre opinion en regardant notamment le défilé du 11 janvier. Qu'est-ce qui vous a frappé à ce moment-là? Alors non, mon opinion est forgée depuis longtemps. Ce qui m'a déterminé à prendre la plume, c'est la façon dont la fin de la semaine du 7 au 11 janvier a été vécue dans notre pays. Je m'explique. Pour beaucoup de gens, Charlie le 7, l'hypercachère le 9 janvier ont été une surprise totale. Mais quand on s'intéresse à ces questions depuis longtemps, c'était absolument inéluctable. D'ailleurs, pour poursuivre le parallèle, le quotidien Le Monde a cru pouvoir titrer juste après que c'était notre 11 septembre à nous. C'est vraiment ne pas avoir compris ce qu'était le 11 septembre que de considérer que la mort de 17 personnes, aussi dramatique soit-elle, puisse être comparée à une attaque coordonnée qui a fait plus de 3000 personnes sur 4 des endroits les plus stratégiques des États-Unis. On est dans 2 univers complètement différents. Et pour vous dire le fond de ma pensée, mais on en reparlera peut-être, je pense que le 11 septembre français arrivera, mais qu'il n'a pas encore eu lieu. Donc, le 11 janvier maintenant, la manifestation. Pourquoi est-ce que finalement, je me suis dit, c'est pas possible, il faut que ça sorte, il faut que j'écrive. Vous y étiez à cette manifestation? Je n'y étais pas. Et je n'y étais pas parce que je pense que c'était d'ores et déjà une opération de récupération politique. Ça ne m'a pas empêché d'être très ému, mais comme je l'écris dans le livre, c'est pas tellement la manifestation du 11 janvier qui m'a ému, parce que la manifestation du 11 janvier elle était orchestrée. Je comprends que les pouvoirs publics français aient eu le besoin d'organiser ça. Ce qui m'a le plus touché, ce sont les manifestations spontanées, celles-là, qui ont émaillé la France le mercredi 7 au soir. Celle-là, dans toute la France, les petites villes, les grandes villes, les gens se sont spontanément rassemblés. C'était le jour de l'attaque de Charlie Hebdo, le mercredi 7 janvier. Ce soir-là, en fin de journée, après le travail, les gens se sont spontanément rassemblés sur les grandes places des villes et des villages. Ça, c'était beaucoup plus fort. Le 11 janvier, j'avais déjà un début de malaise. Et ce malaise a été confirmé par la population qui a manifesté. C'était Charlie ou pas Charlie alors? Mais qu'est-ce que ça veut dire quoi être Charlie? C'est très intéressant, mais personne ne sait. Être Charlie, c'est comme vous savez, on a une société qui réagit beaucoup dans l'émotion. On est dans l'émotion, l'instantanéité de l'information y participe beaucoup. Mais on se demande parfois qui prend vraiment le temps de réfléchir. Pour répondre vraiment à votre question sur le 11 janvier, cette manifestation, elle n'était, pour ainsi dire, composée que de blancs. Je suis désolé de dire les choses, mais quand on regardait les cortèges à la télé dans toutes les villes, on voyait des gens qui applaudissaient les forces de l'ordre. Ça m'a beaucoup ému parce que je les défends depuis 20 ans et que je pense qu'elles font un travail remarquable et qui est à la base de notre ordre social et républicain. Mais à part ça, il y avait quasiment pas de représentants de la population immigrée dont on est en droit d'attendre et d'espérer qu'elle se soit intégrée. Le problème pour moi... manifeste rarement en France, la population étrangère. Pour le dire d'un mot, je pense que ce qui s'est passé le 11 janvier, c'est l'expression du malaise communautariste qui est en train de gangréner notre société, et ça a éclaté au grand jour. Ça fait des années que les pouvoirs publics ont laissé s'installer par faiblesse, par renoncement, le communautarisme, et ça a peu été dit, ça a été dit un peu quand même, mais il faut le dire et le redire. Il y a énormément de gens au sein de la population d'origine immigrée en France qui sont sur une ligne extrêmement ambiguë par rapport, pas au terrorisme lui-même, mais à l'islam radical.
Et je pense que la composition ethnique, pardon d'employer le mot, mais c'est une réalité, du défilé du 11 janvier est l'expression de cet embarras et de cette ambiguïté. La France est en guerre, vous le dites, vous le répétez, mais est-ce que dans cet ouvrage, on n'y a pas une place pour expliquer aussi le fait que l'islamisme radical a progressé en raison aussi du laisser-faire, voire même du pouce au crime qu'ont pu être certaines nations, comme les États-Unis par exemple, qui ont laissé faire, quelquefois ont été des pouces au crime pour dynamiser l'islamisme radical. Et deuxièmement, est-ce qu'on ne peut pas considérer, dans un deuxième temps, que la France, s'engageant du Mali jusqu'à l'Afghanistan, s'est mise dans la situation d'une réplique sur son territoire de cet islamisme radical? Alors c'est beaucoup de questions compliquées que vous me posez en une. C'est vrai, j'essaie d'en profiter. Je vais essayer de... Si j'oublie un élément de réponse, n'hésitez pas à me relancer. Il y a plusieurs éléments qui composent ce qui est en train de nous arriver, la situation de guerre qui est en train d'arriver sur notre territoire. La première, ça n'est pas la politique extérieure, c'est la politique intérieure. Nous avons fait le choix économique, pour des raisons dont chacun se souvient, au début des années 70, d'ouvrir les portes de l'immigration maghrébine et ensuite d'Afrique subsaharienne. À l'époque, nous aurions pu poser des règles sur la façon dont cette immigration devait être organisée, contrôlé, administré. Nous avons préféré, pour tout un tas de raisons qui relèvent quasiment de l'analyse psychiatrique de la culpabilité de notre société d'après-guerre et post-coloniale, nous avons préféré ouvrir les vannes dont nous avions besoin économiquement, ça c'est pas contestable, sans poser de règles. Et nous avons laissé venir des gens avec leur famille, et leur accordant ainsi, automatiquement, compte tenu des règles d'attribution de la nationalité française, dès la deuxième génération, la nationalité française. Jusque-là, ça peut être très bien, ça aurait pu être très bien, à condition de mettre en œuvre des mécanismes d'accompagnement qui permettent à ces gens de s'intégrer, comme d'autres générations d'immigrés se sont intégrées, sauf que les coutumes et les cultures étaient complètement différentes. Et on a voulu occulter ces différences. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu de plus en plus d'immigrés, il y a eu la première génération, il y a eu la seconde génération, et maintenant nous avons la troisième génération. Et entre-temps, parce que c'est ainsi, parce que la nature a horreur du vide, dès lors qu'il n'y avait pas d'incitation véritable à l'intégration, dès lors qu'il n'y avait pas de fierté de la part de notre communauté nationale pour intégrer sur la base de nos valeurs, en disant aux gens, vous êtes les bienvenus chez nous, mais chez nous, voilà comment ça va se passer. Eh bien, forcément, la culture d'origine a repris toute sa place. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous savez, c'est un petit peu comme au judo. C'est-à-dire que quand vous avez un petit qui doit déséquilibrer quelqu'un qui est beaucoup plus fort et costaud que lui, il utilise la force de son partenaire, de son adversaire pour le vaincre. Depuis des années, d'abord, nous avons abandonné à un parti politique au début des années 80 les questions relatives à l'identité nationale qui, du coup, sont devenues confisquées par le Front National, puisque c'est du Front National que je parle, et quand d'autres hommes et femmes politiques ont voulu attirer l'attention dans le débat public sur les dangers auxquels nous étions exposés, on leur disait « mais attendez, vous faites le jeu du Front National, il ne faut pas en parler ». Et je ne vous parle pas de la presse. Donc, on a confisqué un débat qui est un débat légitime. Il est légitime. Il n'est pas normal qu'il appartienne à un seul parti, de même qu'il n'est pas normal, par parenthèse, que notre drapeau, le drapeau français, n'appartienne qu'à un seul parti. Donc on a abandonné cette partie du débat. Et par ailleurs, il y a eu un certain nombre de gains judiciaires, de gains juridiques et judiciaires, par des revendications, par des actions, et on a donc des communautés qui ont créé un communautarisme en utilisant nos propres droits contre nous. Je vous donne qu'un seul exemple, c'est que les articles 9 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, c'est-à-dire liberté religieuse, liberté d'expression, liberté de conscience, sont utilisés au nom de pratiques qui sont objectivement contraires à ces droits, en tout cas à ce que les constituants de 1950 ont voulu lorsqu'ils ont signé la Convention. Donc ça, c'est sur la partie interne. Et donc aujourd'hui, il y a un vivier de gens qui se sont désintégrés et qui sont revenus sur une culture d'origine dans son ambiguïté et parfois hors de son ambiguïté, contre nous, contre les valeurs de la République française, avec des banlieues où les policiers, les pompiers se font insulter à longueur de journée, avec des embuscades, enfin avec tous les faits divers que vous connaissez, mais qui sont révélateurs
de beaucoup plus qu'un malaise, qui sont révélateurs d'une haine et d'un projet qui, quand on écoute les spécialistes vous en parler, eh bien, est un projet qui un jour aboutira nécessairement à des actes de violence coordonnés contre les institutions républicaines. Ça, c'est pour la partie intérieure. Et puis, la politique extérieure. C'est la question, finalement. Bien sûr, la politique extérieure, mais qui interagit avec tout ça. J'entends bien. Si nous n'avions pas ce terreau en France, ce serait beaucoup moins grave d'être exposé aux risques qui viennent de l'extérieur. Il y a évidemment une politique occidentale au sens large, qui est imputable aux États-Unis, mais on pourrait se lancer sur la liste des responsables, qui a abouti à une déstructuration des États qui étaient des États forts, qui étaient des États qui avaient leur propre logique et leurs propres coutumes. On a voulu, pour des raisons liées notamment à des intérêts économiques, pétroliers, etc., venir instaurer notre propre vision de la démocratie. Ça a abouti à des catastrophes en chaîne. Pour s'en tenir à l'exemple libyen, non seulement on a créé un chaos total, là où il y avait un ordre qui tenait à peu près, parce que en 2011, le régime de Kadhafi est un petit peu chancelant, mais tout de même. On a parachuté des milliers d'armes dont on ne sait pas où elles sont, y compris des missiles solaires aujourd'hui, dont on est bien embêté, parce que ceux qui pensent savoir où ils sont pensent que certains sont revenus de ce côté-ci de la Méditerranée. Donc on a créé, on a fait, il faut bien le dire, on a joué aux apprentis sorciers. En écoutant parfois des philosophes plus ou moins autoproclamés plutôt que des spécialistes de géopolitique. Et aujourd'hui, l'addition est présentée. Mais pourquoi est-ce que, pardon de cette réponse un peu longue, mais c'est essentiel de mettre en perspective les deux. Pourquoi est-ce que c'est important de rapprocher la géopolitique de ce qui se passe sur notre territoire? C'est que s'il n'y avait pas en France des milliers de jeunes prêts à prendre les armes contre la France, ce serait beaucoup moins grave d'être exposé au courroux de gens qui sont à l'étranger. Ça nous est déjà arrivé. 85-86 avec l'Iran, 95 le GIA, il y a eu des vagues d'attentats en France. Mais c'était un groupe avec quelques dizaines de personnes qui inéluctablement étaient voués à se faire rattraper par l'appareil policier d'un État comme la France. Là aujourd'hui, et c'est pour ça que c'est une guerre, c'est qu'on n'est pas confronté à une vague d'attentats commise par 10, 20 ou 30 types. On est confronté à une vague dont on espère qu'elle ne va pas devenir une lame de fond, mais il est permis d'en douter, qui est composée de jeunes Français, c'est donc un ennemi de l'intérieur, et la situation est donc complètement différente. Justement, Thibault de Montbriel, vous évoquez à l'instant la guerre sur notre sol, et dans votre ouvrage, vous avancez un caractère novateur du terrorisme, celui du terrorisme low cost. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste, ce terrorisme low cost, même si c'est un terrorisme qui quand même commet des meurtres, c'est pas un terrorisme bas de gamme. Voilà. Alors, c'est une expression que je n'ai pas inventée, qui a été utilisée à partir de la fin de l'année 2014 par un certain nombre de spécialistes, dont l'ancien commandant du GIGN, et qui visait à opposer, vous avez tout à fait raison de le rappeler, non pas des méthodes qui diffèrent par leur résultat, c'est-à-dire par le nombre de victimes, mais des méthodes qui diffèrent par les moyens employés. Quand vous prenez le 11 septembre, vous avez une opération qui coûte plusieurs millions de dollars, qui est planifiée sur des mois, qui implique plusieurs dizaines de personnes, avec une vie undercover aux États-Unis, etc., etc. Et pour finir, des moyens extrêmement spectaculaires. Quand vous prenez l'attaque de Charlie Hebdo, des frères Kouachoui, vous avez un armement individuel qui est un armement lourd, mais qui est un armement banal aujourd'hui en banlieue, et qui coûte au maximum quelques milliers d'euros, c'est-à-dire 2 Kalachnikov, de mémoire 1 ou 2 armes de poing, et un missile anti-char russe RPG-7. Mais ça a l'air très impressionnant comme ça, mais il y en a des dizaines dans nos banlieues, et ça n'est objectivement pas difficile aujourd'hui de se procurer ça facilement, et en quelques jours ou en quelques semaines au maximum. Voilà. Les méthodes d'attaque aujourd'hui auxquelles nous sommes confrontés, ce sont des méthodes individuelles, d'un type qui va aller attaquer un train avec une Kalachnikov et 9 chargeurs, et qui est capable, s'il n'avait pas été empêché, de faire 250 à 300 morts. Voilà, c'est beaucoup de morts, mais ça ne demande aucune infrastructure lourde. Quel est l'objectif de ce terrorisme low cost, justement ? Alors, je pense que l'objectif, alors ça dépend à quel niveau on raisonne. Celui qui monte à l'attaque, souvent on le voit, ce sont des jeunes qui certains sont un peu perdus, qui n'ont pas forcément de la religion musulmane une vision exhaustive, et qui vont être utilisés
comme piétaille par des gens alors, je ne veux pas donner l'impression que ce sont des victimes, parce qu'ils sont manipulés, mais consciemment, mais par des gens qui vont interagir avec eux depuis l'étranger, mais bien sûr avec aussi des relais en France. Ce que eux cherchent, c'est à commettre un coup d'éclat, à aller au paradis, à être reconnu comme un héros, comme un martyr. Ce qui est plus intéressant, ça c'est grave parce qu'il y en a énormément, donc ça c'est très préoccupant. Maintenant, ce qui est plus grave au sens stratégique, ce sont ce que recherchent les gens qui nous envoient ces jeunes-là. Encore une fois, il suffit d'écouter ce qu'ils nous disent. Il suffit d'écouter les vidéos qui sont quasi quotidiennes de l'État islamique. Ils veulent, à terme, la chute de la civilisation occidentale, et à court terme, parce que ça, on a trop tendance à l'oublier, je crois que par la multiplication des petits, entre guillemets, attentats, même s'il peut y avoir beaucoup de morts, mais semer une instabilité sur notre territoire qui épuise nos institutions et qui épuise nos forces de l'ordre. Et à cet égard, je voudrais tout de même dire que la situation, si on s'arrête à la situation telle qu'elle était avant l'été 2015, c'est tout de même assez intéressant. Vous avez plusieurs compagnies de CRS qui se sont mises en arrêt maladie parce qu'ils étaient à un rythme d'action de flux tendu et il n'y avait plus de repos. Donc ils étaient épuisés. Vous avez le chef d'état-major des armées, le général de Villiers, qui est allé au Sénat répondre à la représentation nationale et dire que à ce rythme, l'opération Sentinelle était en train de devenir au sens propre insupportable, c'est-à-dire qu'elle remettait en cause les temps de repos des personnels et qu'elle remettait en cause le rythme et la préparation de nos opérations extérieures. Donc nous sommes à un flux tendu et donc cette nécessité de protéger les lieux publics en France est en train d'user les forces de l'ordre. C'est pour ça d'ailleurs que moi j'ai un certain nombre d'idées. Je pense que dans ce cas, il faut sortir du cadre habituel de réflexion. Je pense qu'on en parlera peut-être si vous voulez tout à l'heure, mais il faut en profiter pour changer, puisque la donne est ce qu'elle est, et qu'on ne peut pas changer la donne. À ce moment-là, il faut s'adapter et changer notre société. Donc, vous dites qu'on ne peut pas faire un portrait robot du terroriste islamiste français. Oui. Pourtant, j'ai l'impression, à travers ce que vous dites, que vous en avez quand même une vision assez précise. Ce que vous faites comme lien assuré, c'est le lien entre l'islam radical et le grand banditisme en France. Alors, c'est pas moi qui le fais, c'est les services de renseignement. Vous le reprenez dans votre ouvrage. C'est vrai qu'il y a un tronc commun à la fois chez les acteurs, mais aussi chez les fournisseurs d'équipements, entre l'islam radical et le grand banditisme. Le profil du djihadiste, aujourd'hui, il n'est pas unique. Vous avez des gens qui sont des enfants issus de l'immigration, vous avez aussi des convertis, vous avez de plus en plus de convertis, vous avez à peu près 25% de convertis aujourd'hui. Vous avez des gens issus des couches dites les plus défavorisées de la société, mais vous avez aussi des gens issus des milieux bourgeois et des classes moyennes. Un ami d'un des services français de renseignement me disait il y a quelques semaines que dans la zone rurale dont il s'occupe et qui couvre plusieurs départements, il y avait un converti radicalisé par jour qui était identifié. Donc on est dans des endroits qui sont encore une fois pas du tout des centres urbains avec des concentrations qui peuvent donner lieu à des regroupements. Donc on est dans une logique qui est une logique qui interdit malheureusement de faire de la prévention ciblée parce que le spectre d'où peut venir la menace est trop large. Alors, vous expliquez, d'ailleurs les Français le savent, que de nombreuses armes de guerre sont en circulation à la périphérie des villes. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur l'origine géographique de ces armes ? Écoutez, ça a déjà beaucoup été dit, mais je le redis bien volontiers parce que le rythme d'entrée sur le territoire s'accélère en ce moment. Il y a d'une part énormément d'armes qui proviennent de la guerre des Balkans, c'est-à-dire de ce qu'on appelle l'ex-Yougoslavie, qui depuis le retour à la paix a exporté massivement, mais par des trafics tout petits. C'est-à-dire que vous avez dans le coffre d'un véhicule individuel, vous pouvez avoir 2-3 kalachnikovs, un ou deux pistolets, 2-3 grenades. Voilà, c'est pas forcément des grands containers qui en apportent des dizaines. Donc ça, il y a des millions d'armes qui ont inondé l'Europe de l'Ouest et notamment la France.
Et puis, il y a aussi beaucoup d'armes qui remontent pour le moment alors par des circuits qui ne sont pas forcément directs, mais de la Libye, où la France, encore une fois, la France et les Alliés en 2011 ont beaucoup fourni d'armes aux rebelles qui ont disparu de la circulation. Question incidente, puisque vous êtes un spécialiste, un défenseur de la légitime défense, oui. Est-ce que vous pensez qu'il faut aussi réarmer les Français? Alors, c'est une question qui est très importante. Je pense en tout cas, on parlait il y a un instant de la tension qui existait sur les forces de l'ordre, les forces de sécurité au sens large, qui est une tension devenue quasi insupportable. On voit de plus en plus d'attaques sur les lieux publics, et ce n'est que le début. Et donc se pose la question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Pour moi, il y a une mesure qui est impérative, mais urgentissime, qui ne coûterait pas d'argent à l'État. C'est quand même rare, suffisamment rare pour pouvoir le souligner. Et qui aurait un avantage tactique considérable. C'est de demander à tous les gens qui aujourd'hui sont légalement habilités à porter une arme, essentiellement des fonctionnaires, mais il peut aussi y avoir des réservistes et de la police ou de la gendarmerie, et il peut aussi y avoir quelques gens qui travaillent dans le privé, comme par exemple des transporteurs de fonds, à demander à tous ces gens, qui fait quelques dizaines de milliers de personnes, d'être armés 24 heures sur 24, où qu'ils soient sur le territoire, qu'ils soient en service, ça ils le sont déjà, mais y compris en dehors de leur service, lorsqu'ils vont faire leurs courses dans un centre commercial, lorsqu'ils vont au cinéma, lorsqu'ils vont dîner en famille. Pourquoi? Parce que ce que l'on sait, j'analyse quelques attentats dans mon livre, c'est que ce qui est crucial et ce qui fait la différence entre un attentat qui fait très peu de victimes et un attentat qui fait 80 morts, c'est la rapidité avec laquelle il y a une riposte. Donc soit la riposte vient des primo-intervenants, c'est-à-dire les premières forces de l'ordre qui arrivent, mais si elles ne sont pas déjà sur place, il faut le temps qu'elles arrivent, et pendant ce temps-là, le terroriste peut agir. Soit on a déjà sur place des gens qui peuvent riposter. C'est la méthode, notamment en Israël, qui a fait ses preuves, c'est-à-dire que tous les gens qui étaient habilités à porter une arme, ça faisait à peu près 10% de la population. Donc il y avait une personne sur 10 qui était armée, et que si vous regardez les attentats de ces dernières années, c'est toujours quelqu'un qui était sur place et qui a pu réagir. Donc je ne dis pas que c'est la panacée, je dis simplement qu'il faut s'adapter. Et comme en France, on a très peur des armes, il y a un débat qui est idéologique et complètement faussé, c'est quelque chose qui est difficile à expliquer, mais il faut le dire, le répéter. Beaucoup de policiers et de militaires sont d'accord avec cette analyse, et je pense simplement qu'à ceux qui pourraient être effrayés, il faut poser la question suivante. Si vous êtes en train de dîner dans le restaurant d'un centre commercial avec votre femme et vos enfants, si jamais il y a deux types qui arrivent avec des kalachnikovs, est-ce que vous préférez qu'il n'y ait personne autour de vous d'armé, ou est-ce que vous préférez que le type très sympa en train de dîner lui-même avec ses enfants sorte un SIG, sa femme sorte un Glock, et que les deux ripostent? Je pense que poser la question, c'est y répondre. Ça ne veut pas dire, pardon, je suis un peu long, mais c'est super important, ça ne veut pas dire qu'on arrête de réfléchir sur comment régler le problème globalement. Parce qu'en général, il y a beaucoup d'experts, et c'est très étonnant de les entendre, quand on leur pose la question de la riposte tactique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait dans les lieux publics, ils vous disent « Ah, mais c'est pas ça le problème, ce qu'il faut, c'est éradiquer le terrorisme. » Bien sûr qu'il faut éradiquer le terrorisme, mais ça va prendre des années, et pendant ce temps-là, on aura des attentats. Donc il ne faut pas se voiler la face, sans mauvais jeu de mots, et il faut évidemment se préparer. Il faut redire ce chef de l'État que vous vous adressez actuellement, François Hollande, mais à force de lui dire, d'ailleurs, il change, puisqu'il a décidé de faire des reconnaissances en vue de possibles frappes militaires française en Syrie, quelque chose qu'il avait évacué il y a quelques mois. Il revient donc sur cette décision. Est-ce que vous êtes satisfait de cette situation et de cette décision? C'est le prototype de la mesure cosmétique qui n'a aucun intérêt. Ah bon. Il y a des frappes aériennes sur l'Irak. On a choisi politiquement de ne pas en faire sur la Syrie pour ne pas donner l'impression qu'on soutenait le régime de Bachar el-Assad. Et maintenant, on va faire des vols de reconnaissance, alors que la plupart des autres pays de la coalition en font déjà. Donc si on avait besoin de recodes d'information, il suffisait de leur demander, puisque jusqu'à plus ample informé, on est quand même dans la même coalition. Donc on est totalement dans l'annonce cosmétique. Vous convenez avec moi, c'est difficile, parce que il y a l'hypothèse de soutenir le régime de Bachar el-Assad. Ça n'a pas l'air de vous inquiéter, plus que ça? Je conçois avec vous que la situation est extrêmement complexe. Mais il me semble qu'il y a à un moment donné la théorie du moindre mal, et aujourd'hui on va faire avec Bachar l'erreur qu'on a faite avec Kadhafi. Donc vous êtes pour le maintien de Bachar el-Assad au pouvoir? Oui, mais pas par enthousiasme, mais par réel politique, comme on dit, comme disaient les anciens.
Thibault de Montbrial, dans votre ouvrage, vous nous expliquez que depuis 40 ans, la France a renoncé à prendre ce problème terroriste en main. Est-ce que vous n'avez pas peur un petit peu que votre prise de conscience via ce livre n'arrive un peu tard? Alors, je ne dis pas que ça fait 40 ans qu'on n'a pas pris conscience du problème terroriste. Je dis que ça fait... Oui, qu'il y a un renoncement de l'État à prendre... Le communautarisme. Ouais. C'est-à-dire la déségrégation de notre lien social qui résulte du fait qu'on ait refusé d'assumer le choix, tant qu'à avoir une population exogène qui vienne en masse sur notre territoire, d'exiger un certain nombre de règles pour en permettre l'intégration. C'est ça le renoncement et la lâcheté. C'est que des politiques, sur le plan local, aient préféré transiger pour avoir les voix plutôt que d'être fermes sur les principes, mais pas simplement sur le plan local. Je donne un certain nombre d'exemples, y compris sur certains anciens présidents de la République, qui sont tout à fait effarants, mais il y a une liste qui n'est pas exhaustive. D'ailleurs, en soi, on aurait pu faire un livre rien que sur le sujet. Mais vous n'avez pas peur que votre prise de conscience soit un petit peu tardive, justement, on arrive au bout du processus? Alors, vous savez... Moi, je fais pas de politique, c'est-à-dire que je suis un membre de la société civile. La prise de conscience, moi, elle date pas d'il y a quelques mois. Ça fait des années que je vois les événements arriver, qu'on en parle avec mes amis magistrats, avec mes amis policiers, avec des gens qui sont chefs d'entreprise dans des zones difficiles, même avec des politiques, parce qu'il y en a beaucoup qui en privé le reconnaissent. C'est ça qui est un peu surréaliste d'ailleurs. Mais donc, ça n'était pas mon rôle premier d'aller parler de ces choses-là. Mais je pense que le basculement qu'a induit dans notre société les milliers de Français qui sont prêts à combattre contre leur propre pays et le fait que le terrorisme ait effectivement commencé à nous frapper depuis le mois de décembre dernier, et ce n'est que le début, doit autoriser chacun, à la place qui est la sienne, à dire les choses qu'il voit, à dire les choses qu'il entend, et puis à proposer. Moi, je suis très, très frappé par la tétanie qui semble encore aujourd'hui s'emparer d'une partie de notre classe politique. Il y a beaucoup de choses qui ne se font pas, et par des gens qui, en privé, vous disent qu'il faudrait les faire. Je suis très étonné. Je pousserais même la question de Pierre Bergeron un petit peu plus loin, quitte à être un peu plus désagréable. C'est que vous dites, moi, je m'en suis aperçu, mais enfin, vous êtes un brillant avocat. J'allais dire, vous avez médiatique, vous connaissez tout le monde politique, vous connaissez le monde judiciaire, les juges, juge Trévidic, qui est un spécialiste de la lutte contre le terrorisme et qui peut vous expliquer in situ ce qui se déroule. Et quand même, néanmoins, il a fallu attendre 2014-2015 pour qu'on trouve un Thibault de Montbrial qui prenne à bras-le-corps le sujet. Pourquoi pas avant? Vous êtes un officier, vous nous l'avez dit, vous auriez pu sauter sur l'occasion de défendre la France un petit peu plus tôt. Oui, mais alors, il se pose aussi la question du moment où vous êtes audible. C'est-à-dire que si vous êtes engagé dans le jeu politique, c'est-à-dire que si vous êtes candidat à une élection et que vous exprimez un certain nombre de choses, il y a un moment où on vous donne la parole dans le cadre de la préparation du scrutin. Si vous ne faites pas de politique et que vous, tout à coup, vous décrétez du haut de votre Aventin que vous avez observé telle et telle chose, c'est quasiment impossible de se faire entendre. Non seulement ça, mais pour employer le terme stigmatisé dans un sens qui est un peu moins commun, il fut une époque, jusqu'en 2014, en disant ces choses-là, on était stigmatisés. Vous l'êtes encore. On était traités de fachos. Vous l'êtes encore, vous arrivez à parler de ce livre partout? Dans beaucoup de... Pas partout. C'est vrai que la stigmatisation, ça fonctionne encore. La stigmatisation fonctionne encore, mais au moins... Même pour vous? Non, oui, mais maintenant c'est un peu plus pernicieux. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de stigmatisation directe, il y a simplement le silence. C'est-à-dire que je ne suis pas invité dans certains médias, mais je suis quand même invité dans beaucoup de médias grand public, ce qui n'aurait pas été le cas il y a 2 ans. C'était très difficile de dire ces choses-là avant que ça nous impacte de plein fouet. Petite question rapidement, oui, mais la mienne, Pierre, je vous laisserai poser les vôtres après. Vous soutenez la loi sur le renseignement, mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est plutôt un fricage généralisé? En gros, on va écouter Thibault de Montbrial, mais on n'écoutera pas plus les terroristes. Non, mais je pense qu'il fallait adapter notre loi aux capacités techniques aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y avait une espèce de paradoxe à ce que l'État aujourd'hui n'ait pas le droit d'utiliser certaines techniques. Et pour vous dire d'un mot, dans le fameux débat sécurité contre liberté individuelle, moi je pense que les libertés individuelles n'ont de sens que si on est en sécurité pour les exercer. Il n'y en a pas un qui prime l'autre. Ça me surprend parce que vous êtes avocat, je croyais que certains avocats, et même les bâtonniers, s'étaient élevés contre l'idée qu'on puisse écouter par exemple les avocats. Donc aujourd'hui, vous êtes d'accord que quand vous serez dans l'affaire DSK, vous avez été pour défendre des victimes, vous serez écouté?
non, parce que je pense que quand on est dans la loi aujourd'hui protège les avocats dans le cadre judiciaire. Dans le cadre judiciaire, la loi protège les avocats, mais la loi ne protège personne en dehors du cadre judiciaire. Il n'y a pas en dehors du cadre judiciaire, c'est normal que l'État puisse se protéger. Et encore un mot sur cette loi. Vous savez, aujourd'hui, le problème, ça n'est pas tant, et ça, il y a beaucoup de défenseurs proclamés des libertés individuelles qui ne connaissent pas cette réalité du renseignement. C'est pas tellement le problème de la collecte, c'est le problème de l'analyse et du traitement des informations. C'est tellement compliqué que d'imaginer qu'on va aller regarder les écoutes de Maître de Montbrial pour dans 15 ans le faire chanter sur une vieille histoire, etc., ça me paraît totalement surréaliste. Oui, mais c'est bien la preuve qu'il n'y avait pas besoin d'une loi. C'est bien la preuve qu'il n'y avait pas besoin d'une loi pour empêcher que ça existe. D'accord. Alors, Thibault de Montbrial, vous êtes également favorable aux statistiques ethniques et même à l'instauration de la déchéance de la nationalité pour les binationaux. Est-ce que vous allez vers le Front National en ces termes-là? Alors, vous voyez, c'est intéressant votre question parce qu'elle illustre exactement ce que je disais tout à l'heure. Il y a des sujets dont on ne peut pas parler encore aujourd'hui. Je ne dis pas que vous m'empêchez d'en parler, la preuve, vous me posez la question. Mais il y a des sujets dont l'évocation aujourd'hui renvoie tout de suite celui qui participe au débat public en avançant l'idée à une stigmatisation, on y revient, comme étant le représentant de tel ou tel parti. Ouais, moi, une France où le Front National fait 25 à 30%, c'est peut-être pas stigmatisé. Je ne porte pas de jugement là-dessus. Encore une fois, je ne fais pas de politique. Il y a peut-être un moment où j'en ferai, parce que c'est le genre de livre qui ne conduit nécessairement à un moment donné à une forme d'engagement. Pour le moment, ça n'est pas le cas. Je crois qu'il faut être capable de prendre les bonnes idées où qu'elles soient. Les statistiques ethniques, c'est du bon sens. La plupart des dirigeants de HLM aujourd'hui, des directeurs de HLM, ils sont éminemment favorables parce que les statistiques ethniques permettent, de connaître et d'identifier les déséquilibres de population, et de prendre les mesures précisément pour casser les regroupements qui sont générateurs de dérives et qui sont qui vont y compris à l'encontre de l'intérêt des populations qui n'ont qu'une envie, c'est de travailler en paix sans rien demander à personne. Avec qui vous pourriez travailler si vous faisiez de la politique? Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui veulent me voir. Ils ne le crient pas tous sur les toits. Moi, je respecte la confidentialité. Mais c'est vrai que ce sont plus des gens qui aujourd'hui sont, disons, dans le champ, on va dire, au sens large des Républicains qu'ailleurs. Mais il y en a quelques-uns à gauche et il y en a aussi quelques-uns au Front National. D'accord. Toute dernière question. Est-ce que l'arrivée de migrants d'illégaux renforce la menace islamiste en Europe et plus particulièrement en France? Est-ce que ça s'est avéré l'idée? On va vous envoyer 500 000 islamistes terroristes. Est-ce que c'est véritablement cela ou c'est tout simplement une tragédie économique Non, mais d'abord, c'est une tragédie, ça. Je crois que c'est indéniable, mais il ne faut pas s'arrêter à l'émotion. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé depuis une semaine, c'est qu'on ne peut pas parler de ce sujet si l'on déroge à l'émotion. Et c'est assez intéressant parce que la photo dramatique de ce jeune enfant mort qui a généré, on dit une prise de conscience, mais qui a en fait bloqué les cerveaux et interdit toute réflexion, elle va à l'encontre de tout ce qu'on dit d'habitude. C'est-à-dire que d'habitude, que ce soit dans le débat politique ou d'ailleurs, c'est intéressant, dans le débat judiciaire avec les avocats, on dit « Ah, mais il ne faut pas se mettre dans les cas particuliers, et si c'était ton fils, et si c'était ta femme, etc. » Ben là, notre société occidentale dans son ensemble fait exactement l'inverse. Je dis juste que c'est une tragédie, mais que le premier rôle, la première chose que l'on demande à des dirigeants, c'est de protéger le peuple qui les a élus. Et aujourd'hui, je ne suis pas sûr, compte tenu de la situation délétère, la situation catastrophique de la France, on parle de la France en termes économiques, et délétère en termes de communautarisme et désagrégation de la société, que l'injection massive de gens qui sont dans leur immense majorité des musulmans pratiquants, comme les dizaines de voiles qu'on a vu déferler sur dans les gares allemandes de ce week-end à la télé le montrent, je ne suis pas sûr que ça contribue à ressouder les liens d'une communauté nationale que je sens et que je vois de plus en plus désintégrée. Merci beaucoup Thibault de Montbrial. Le sursaut ou le chaos aux éditions Plomb. On ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. Merci. Merci monsieur. Merci.